et bonjour les bipèdes. Ah, que ça fait plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY. Je suis donc toujours le doc et je suis pour ce numéro un petit peu spécial, on va pas dire improvisé, mais en tout cas, lancé comme ça. Je suis accompagné de mon camarade Néo. Salut Néo. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va bien, on sort de 2 semaines intensives de visionnage de films, de longs, de courts, de pas courts, de non-films, de tout ça. C'était le festival d'Annecy, donc c'est un podcast qui va être centré autour de ce festival qui a été un peu particulier cette année, puisqu'il a été forcément fait sous les conditions du Covid, donc online cette année, personne à Annecy, pas de pédalo, pas de montagne, pas de raclette cette année. Voilà, et pas de projection en plein air à Paquier. Non plus. Voilà, donc comme Néo vient de nous le dire, donc c'est un spécial Annecy. On avait prévu, on vous dit tout, on avait prévu de le faire, de couvrir Annecy, ça devait être une de nos surprises que je vous avais annoncé en début d'année, mais il y a eu une autre surprise, voilà, donc à laquelle on ne s'attendait encore moins. Donc on avait prévu de le couvrir vraiment sur place. On remet ça l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Voilà, on remet ça l'année prochaine. Allez, le rendez-vous est pris. Donc on va vous faire ce numéro spécial Annecy. Donc on ne sera que 2, on n'aura pas d'invité. Ta-da-da. Petit format peut-être un petit format peut-être un petit peu plus court, on va voir quoi. En même temps on est des grands bavards. Je commence déjà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, petit historique d'Annecy. D'Annecy, exactement. Merci, j'ai eu un bug. Donc, petit historique d'Annecy, déjà. Alors, ce festival, il dure depuis 60 ans, puisque c'était le 60e anniversaire cette année. Ah, j'avais lu ça, j'étais pas sûr. D'accord, tu confirmes, très bien. Parce qu'il a commencé en 1960. Alors, au départ, il y avait 4 ans avant, il y avait les JK, les journées internationales du cinéma d'animation, exactement. Qui était en marge de Cannes, en fait, pendant 2 ans, donc en 56 et 58. Et puis, ils se sont dit, est-ce que ça marche un peu et tout ça. Mais bon, vu que c'était très éclipsé, en fait, par le festival de Cannes, ils se sont dit, on va déplacer ça chez nous à Annecy, ça va être super. Et puis on va déplacer ça un petit peu dans le temps. Et voilà, et ça a donné le festival d'Annecy. Donc en 1960, au départ, ce festival était tous les 2 ans. Et il devient annuel en fait à partir de 1997. Alors quand je dis ils ont, c'est qui les fondateurs du Festival d'Annecy ? C'est Pierre Barbin, André Martin et Michel Baucher qui travaillaient tous les 3 dans le domaine du cinéma et plus particulièrement dans le cinéma d'animation. Je vais pas m'étendre trop sur leur carrière, mais en tout cas on les remercie et on leur fait on leur élève une statue en or pour avoir créé ce magnifique festival. Hola générale. Voilà. Allez, tout le monde fait la hola derrière les écouteurs. Voilà, donc à partir de 97, donc le festival devient annuel, donc tous les ans, au mois de juin, on y a droit. Le MIFA, qui est le marché international du film d'animation, arrive, lui, à partir de 85. Donc là où il va y avoir justement, un petit peu comme à Cannes, où il y a, ils ont approprié un petit peu le modèle, en fait, c'est le Cannes du festival d'animation, finalement. Donc voilà, toute cette histoire du marché du film qui va s'inclure dedans. En 2006, il y a la création de la CITIA, qui est la Cité de l'image en mouvement. Ça s'articule sur 3 axes, donc sur la culture, l'économie et la formation. Et à partir de là, ils vont créer tout un tas de petits événements au sein du festival où il va y avoir justement des expositions, des introductions à l'éducation artistique, des fonds d'aide à la création, des choses comme ça qui vont vraiment se développer. C'est une époque où c'était pas si répandu que ça finalement. Exactement. Même en France, il y avait les Gobelins et puis c'était à peu près tout. Enfin, je sais, 85 t'as dit. Non, Citia c'est un peu après. Non, peut-être. Citia c'est 2006. Oh là, oui, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. récent. Si ça commençait quand même. Moi, je suis sorti d'école, il était en 2006 d'ailleurs. Tiens. Voilà, tu vois l'année de la Citia. Ouais, okay. Et justement, tu parlais des Gobelins. Et c'est aussi à partir de là que les Gobelins vont venir et vont s'installer aussi à Annecy pour développer un petit peu tout ça, aider entre autres. Je résume vraiment, j'essaie de condenser tout ça. Pour avoir un podcast de 3 heures déjà sur l'historique de la ville d'Annecy.
Voilà, donc et donc voilà, on a le festival qu'on a maintenant avec des projections en plein air, avec 1001 salles de projection, avec plein d'endroits, avec des conférences, avec des voilà, plein de vraiment. C'est très très fouillé, il y en a pour tout le monde, aussi bien pour les producteurs que pour les amateurs, que pour les professionnels de la profession, comme on dit. Je déteste ce truc-là que je viens de dire, mais je le dis quand même. Et puis on a, puis on a en plus, à part Disney, a commencé à venir régulièrement à Annecy dans les années 80. Et puis on a eu aussi Pixar, bien évidemment. Et Pixar a une espèce de petite connivence, de petits trucs avec Annecy, puisque je crois que c'est là qu'ils ont montré les premières images de Toy Story. C'est à Annecy et ça leur a porté chance en fait. Ouais. Et depuis, ils reviennent tous les ans à Annecy et amènent quelque chose de nouveau et un truc qu'on n'a jamais vu. Donc soit un court-métrage, soit des images inédites de leur prochain film, etc. Souvent les deux. Et on a dans les conférences, alors je le dis, ne le répétez pas, mais pour ceux qui savent pas, quand on assiste aux conférences de Pixar et aux présentations, on a des goodies et en général ils ont une espèce de système de loterie pour gagner des goodies, voilà, qui se revendent relativement cher après sur eBay. Mais c'est clair. Mais voilà, moi je sais que j'ai eu des théières, là, les fameuses teapots de Renderman, j'ai eu des posters, j'ai eu des trucs comme ça. Donc c'est toujours sympa, quoi. Il y a toujours des trucs sympathiques avec Pixar. C'est vrai qu'ils sont assez importants en fait finalement dans ce festival. Déjà parce que de toute façon c'est eux qui ont notamment dans les images de synthèse ont vraiment bétonné tout ce qu'on a aujourd'hui et voilà, ils sont à l'origine de pas mal de choses. Et du coup, ils ont toujours effectivement, bon, j'y suis pas allé tous les ans non plus, mais les 4 années où j'y suis allé, c'est vrai qu'il y a toujours eu un cours, une petite conférence sur la techno qui venait de développer, etc., etc. Donc il y en a pour tout le monde là aussi, d'ailleurs, que ce soit pour les étudiants, les enfants, parce que c'est vrai que c'est ce que tu disais. Contrairement à Cannes, c'est pas du tout pour les professionnels c'est pas quelque chose de niche vraiment. Il y a vraiment du tout public. Il y a aussi bien les gens de la ville que les gens des alentours, que les étudiants, que les professionnels. Que voilà, c'est un vrai carrefour de l'animation, comme ils aiment le dire assez souvent. Et Pixar est là à chaque fois pour aussi vraiment alimenter en conférences et en choses comme ça. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. On les évoque parce qu'on les aime, mais bon, pas trop. Mais ça dépend des années, on va dire. Non, mais c'est cool. C'est vraiment toujours intéressant à regarder. Ils font toujours des films, en tout cas, ils savent comment les vendre. À chaque fois qu'on les voit, on est là avec moi, je me souviens de Coco ou même du court-métrage avec les parapluies dont Umbrella. Umbrella, voilà. Blue Umbrella, qui était magnifique. Vraiment incroyable. Et puis, voilà, il parlait un peu des technos. C'était l'un des premiers qui avait vraiment mis une claque en termes de photoréalisme. On était là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, toujours intéressant. De nuit avec la pluie, dans une ville, c'était à l'époque où c'est sorti. On est allé à la même année. Voilà. Et puis, donc, voilà, ce festival, nous, on l'aime, on l'adore. Et on était très très peinés de ne pas pouvoir y aller. Et oui. Mais bon, donc voilà, on a quand même essayé de le couvrir au maximum. Alors on reviendra à la fin du podcast peut-être une fois qu'on aura fait un petit peu toutes les catégories. Hein, on va essayer de brasser un peu le maximum de catégories sans faire trop catalogue. On va essayer de se freiner sur le côté catalogue, mais en tout cas de vous faire un éventail de tout ce qu'on a pu voir. Bien évidemment, on n'a pas tout vu, mais voilà, sans rentrer dans la critique non plus. Oui, il n'y a pas de toute prétention, notamment ce dont on vous parlera à la fin de ce que j'ai fait pendant 2 semaines sur Instagram. C'était vraiment des toutes petites impressions, donc ça, on en reparlera à la fin. Et là, c'est pareil, on est là, on va essayer d'avoir un truc un peu global. Donc, écoutez, je vous propose d'attaquer. C'est parti. On y va. Alors, on y va avec les longs métrages déjà. Les longs métrages. Alors, il y a 2 catégories en long métrage. Il y a les longs métrages qui sont en sélection officielle et les longs métrages contre-champ. Donc, ce qui est contre-champ, c'est plus, on va dire, des indépendants, des gens un peu moins mis en avant par défaut et que le festival décide de leur mettre une catégorie à part. Comme ça, en plus, ça leur permet aussi de leur décerner des prix sans se retrouver face à des Pixar et des choses comme ça, bien qu'ils sont en général pas en compétition officielle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est souvent ce qu'ils appellent des programmes spéciaux, en fait. Voilà, c'est des grosses séances comme ça. D'ailleurs, faut bien le préciser, comme on était sur une version online, on a vu très peu de choses par rapport à ce qui devait. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup de choses, on va pas se mentir. Malgré que c'était parce que le festival normalement est sur une seule semaine, et là il était sur 2 semaines et même comme ça, plus, qui a une bonne quinzaine, du 15 au 30 juin.
Et même comme ça, c'était impossible de tout voir, surtout en travaillant. Ça, c'était un détail. Parce qu'évidemment, quand on va à Annecy, on a 8 heures par jour minimum de libre pour aller voir tout ça. On n'a pas les enfants quand on rentre à la maison. Tout ça, voilà. Bon, exactement. Bref, on va pas raconter notre vie. Donc voilà, donc tout ça pour dire que dans les longs métrages, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient soit en extrait, soit des longs métrages, et donc c'est ça que je voulais dire, pardon, c'était que dans tous les Pixar, etc., on oublie, parce que je pense qu'ils avaient absolument pas envie que ça se retrouve sur Internet, capturé ou quoi que ce soit, donc ils ont tout viré. Et donc dans les longs métrages, moi, j'ai vu quand même des choses vraiment très intéressantes. Et l'avantage aussi de ça, du coup, c'est que ça a permis de découvrir des choses qu'on ne serait peut-être pas allé voir forcément à la place des. Voilà, on aurait forcément voulu voir le Pixar et tout ça. Alors que bon, en général, ils sortent 2 mois après en plus, donc ça n'a pas forcément grand intérêt. Bref, donc je m'étale aussi, hein, tu vois. Et donc dans les longs métrages officiels, globalement de ce que moi j'ai vu, donc moi j'en ai vu 6. C'était un peu de tous les genres et un peu de tous les pays, mélange de 2D et de 3D aussi. Je dirais que ceux qui m'ont le moins plu, comme ça on se débarrasse de ça. Il y a Bigfoot Family qui était apparemment une suite déjà d'un film Bigfoot, qui est fait par une grosse boîte qui a l'air de vraiment ne pas s'embêter avec les scénars et qui font du film à la pelle, tu vois, avec on fait que de la 4D, de la 3D, on fait toute la techno du monde, mais alors par contre voilà, avec des titres hyper, ils reprennent les trucs de Tomb Raider et tout ça, c'est vraiment ils en ont rien à faire. J'ai vu aussi, ouais, c'est vrai que c'est un peu lourdingue, c'était un poil fait à la truelle sur certains trucs, voilà. Le lip sync, le machin. Bon, c'est dommage, quoi. Alors là, sur celui-là, sur Bigfoot Family, l'avantage, c'est c'est une licence qui a l'air d'être un peu en dehors de n'importe quel autre truc qu'on pourrait voir, on va dire. Et ils ont essayé de vraiment faire une histoire. Bon, maintenant, de ce qu'on en a vu, c'était, il y avait un petit making of et tout, puis c'était très, écolo, message écolo classique. Je sais pas, à voir ce que ça a à dire en plus. Bon, c'était surtout l'histoire d'un Bigfoot qui doit protéger une zone naturelle de l'arrivée d'une nouvelle mine. Voilà, bon, très bien, voilà. Donc ça, c'était un petit peu un MacGuffin classique, j'ai envie de dire. Exactement, presque. Voilà. Exactement. Et puis en plus, c'était franchement pas super beau non plus. Donc ce film un peu entre deux qui commence à dater un peu. Bon voilà. Alors par contre, voilà, en 3D, le truc pour contrebalancer complètement ça, parce qu'après on va repartir sur de la 2D, mais là sur de la 3D, c'était Lupin 3. Ah, moi ça m'a beaucoup plu. Lupin 3, The First. Ça t'a plu? Tu as vu des trucs Moi j'ai vu tout ce qu'il y avait en fait sur le site, hein, voilà. mais alors moi je suis très très peu manga, hein, je vous le dis. Pareil, je connais pas du tout la licence. Et non mais même manga en général, Japanime, je m'y connais assez mal. Pareil, l'animation je connais pas, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas, je connaissais pas du tout le truc, je savais que ça existait. Ce truc là, Lupin, etc., que ça reprend en fait Arsène Lupin de Maurice Leblanc, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Voilà, mais qu'ils ont pas eu la licence, donc du coup ils en ont fait une espèce de, ils ont pas eu les droits, donc du coup ils ont fait une espèce d'adaptation, etc. Et j'avoue que j'ai regardé ça en me disant bon, ça va être un manga encore là, hein. Et tout de suite j'ai été capté. Alors il y a des trucs, tout n'est pas bon, mais il y a voilà, j'ai eu envie, ça m'a vraiment donné envie de le voir et de le voir avec mon gamin de 10 ans et de dire regardez ça, ça va être sympa quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, il y a un rythme, c'est dynamique, les animes elles sont marrantes, c'est coloré, c'est visuellement c'est hyper appealing et tout, ça va dans tous les sens et en même temps, ils arrivent à conserver cet aspect manga avec des poses fortes, des tronches un peu défoncées et tout machin. Vraiment, j'ai trouvé le tour de force vraiment réussi. Le chara-design est très très bien fait, j'ai trouvé, pour justement de garder le côté de 2D et en même temps, comment dire, la patte 2D du chara-design et en même temps le mettant en forme en 3D et en modèle quoi. Donc c'est Ouais, pareil, tu vois, moi je connaissais pas la licence et puis là du coup j'ai juste envie qu'il sorte et que j'aille le voir parce que c'était vraiment trop cool. Mais voilà, encore une fois, un petit extrait avec une assez grosse interview du réalisateur quand même, qui était super intéressante pour savoir comment il avait approché. Le film se passe principalement à Paris, donc voilà toute la tâche qu'il avait par rapport à ça. Je pense qu'il avait bien les boules de pas pouvoir venir à Annecy non plus, parce qu'il avait l'air de dire qu'il aimait bien le festival et tout ça. Donc voilà, ça c'était la bonne surprise au niveau des longs métrages que j'ai pu voir. En 3D. En 3D, évidemment. Ensuite, et donc là je vais aller vite sur les trois. J'ai vu 3 films. Comment dire, plus, je sais pas comment les expliquer. Ils sont un petit peu,
C'est pas des films qui vont casser toute la baraque, voilà. Donc il y avait Nahuel y el libro mágico, Comme tu le dis bien. Hein, Ginger's Tale, et par contre et 7 jours. Alors 7 jours, tiens, maintenant en le voyant, je me dis que 7 jours, moi je me souviens, 7 jours, c'est un manga, l'animé japonais, tout à fait. L'animé japonais, ouais. Un studio qui a rien fait de fou avant, donc on attend un peu de savoir ce que ça veut dire. Voilà, c'est des films comme ça qui étaient un petit peu nébuleux, un petit peu, je dirais qu'ils étaient un petit peu dans l'entre-deux. Toi, je sais que ça te parle pas. Ouais, 7 jours, les 15 premières minutes qu'on a vues sur enfin, je sais plus si c'était 12 minutes, enfin bref, le début du film, en fait, le début est gnangnan. Clairement, j'ai trouvé ça, animé à la sauce japonaise, classique de ces films, ouais. mais même moyenne basse, quoi. Okay, voilà, il y a des trucs qui ont été, on va pas parler des Ghibli, mais et à la fin, il y a un petit cliffhanger, un petit truc un petit switch là qui se fait. Oui. Mais ouais, ça me revient, oui. Voilà quoi. Ouais, enfin, rien de foufou quoi. Quand si tu mets face à Yumi et j'ai oublié les noms, Yuki, les enfants loups en tout cas, le film des enfants loups qui était sorti il y a quelques années, Mamoru Osada je crois si je dis pas de bêtises. C'est pas moi qui te contredirais. Je drop des noms, alors là, je suis en roue libre totale. Si je dis des bêtises, je m'en excuse. Mais effectivement, il y a pas mal de films ou Your Name ou les films d'anime Jap qui sont sortis ces dernières années qui vraiment ont marqué les gens. Voilà, je pense que ça risque d'être un peu plus lambda, on va dire. Ouais. Donc à voir. Le pitch était intéressant, hein. C'était juste un gamin qui était amoureux de sa copine de classe, ils ont 16 ans tous les deux. Secrètement. Et voilà, soi-disant ils se le disent pas mais ils s'aiment, blablabla. Et la fille doit partir. Elle doit partir parce que son père se fait muter et lui décide du coup il dit mais non reste, vas-y, viens. Une semaine avant qu'elle parte et voilà, on se barre et puis parce qu'il décide en gros de lui déclarer sa flamme et elle, sous sa grande surprise, elle accepte. Elle dit oui, ok, vas-y, on fugue et on se casse pendant une semaine avant que je m'en aille quoi. Voilà. Et donc voilà, l'histoire part là-dessus. Elle invite des copains. Et voilà, il est pas tout seul le pauvre, il va pas pouvoir voilà. Il a pas pécho pépère. Et non, malheureusement pour lui. Mais donc voilà, après ça va pas, enfin dans ce qu'on a vu, ça avait pas l'air d'aller beaucoup plus loin. Je vais dire vite fait un mot sur Ginger's Tale parce que je trouvais que c'était vraiment rigolo l'approche qu'ils ont eue. Donc c'est un film que je ne dise pas de bêtises. Donc je vais aller voir mes petites notes parce que ne dis pas de bêtises. J'en dis parce beaucoup. qu'on a vu le nombre de films qu'il y avait, je vous avoue qu'on a pris des notes et parce que pour se souvenir de tout, déjà qu'on n'a pas tout vu. Je me suis raté. Bon, je me suis trompé de document. C'est pas grave. Bon, écoutez, alors la cas, facture de EDF. Alors apporter acheter du saumon. Non, c'est pas ça. Monsieur oui, non, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est un film russe. C'est un film russe, mais qui se la joue un peu à la Disney dans le sens où il y a beaucoup de comédie musicale, etc. Et il s'amuse à jouer avec les codes de voilà, il y a une sorcière, il y a une fille qui est censée comment dire, qui est là avec son petit prince charmant, qui est un peu démuni, une sorte de Aladdin, on va dire, plus ou moins, qui veut faire de la poterie et tout. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est que, au contraire, il joue avec ça. C'est-à-dire que la fille, finalement, t'as des séquences où c'est le mec qui dit, ah non, mais moi, c'est moi qui vais danser avec elle au bal, etc. C'est assez rigolo. Et vraiment, il se joue beaucoup de tout ça. Alors, par contre, c'est un rythme. Mais alors, tu te respires pas, tu vois. C'est vraiment 1h30 où t'es là. Ok. Mais c'était plutôt bien réalisé pour un film de cette envergure avec, comme je dis, donc des scènes musicales à la Disney, tu vois, avec plein de persos qui dansent et tout, machin. Donc vraiment surpris. Ça, c'était en 2D, hein. Ouais. Enfin, c'était de la 2D du tradi. Ouais. Et les designs étaient sympas et tout. Donc voilà, je voulais juste en toucher un petit mot. Ginger's Tale, donc l'histoire de la rousse en quelque sorte. La fable de la rousse. La fable, effectivement. Tu le dis si joliment. Ah oui. Que voilà. Nahuel et le Libro Mágico, je vais pas forcément en parler beaucoup plus. C'était sympatoche, mais sans plus. Par contre, j'ai envie de parler de celui-là pour finir avec le long-métrage de la section officielle. Puisqu'il a eu le cristal. Eh oui, il a eu le cristal et c'est français. Cocorico. Et ce film s'appelle Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui est donc fait par le studio qui avait fait Tout en haut du monde, pour ceux qui connaissent ce film. Un très beau film en 2 dimensions qui était sorti il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est donc une des versions de l'histoire de Calamity Jane. De l'enfance, ouais. De l'enfance de Calamity Jane, de comment elle est devenue, ce qu'elle est devenue, tout ce qu'elle a traversé, etc. Et je crois que tu as vu, Doc, aussi quelques images. Ouais, vraiment, je trouve que on sent que l'équipe s'est vraiment intéressée au projet, qu'ils ont voulu vraiment faire une histoire
aussi bien contemporaine qu'ancienne, en fait, en quelque sorte. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se tourne autour du féminisme, etc., qui sont très, très importants. Et elle a l'air d'être vraiment un emblème comme ça, un peu de cette fille qui pourtant était pas forcément considérée comme étant quelqu'un qui allait devenir super important, et en fait elle s'est faite vraiment d'elle-même. Elle a l'air de rentrer dans l'art et ça a l'air vraiment sympa, et c'est super beau, c'est vraiment très très beau. Visuellement, dans les décors et tout. ouais, moi je trouve que, alors ils ont fait, c'est pas mal d'aplats de couleurs, et ils ont joué sur les ombres, entre guillemets, avec des couleurs plus sombres, des rouges, des oranges. Ça se passe dans le Far West, donc il y a quand même toujours des ambiances un petit peu orangées, etc. Et les limites entre les aplats de couleurs, enfin les frontières ne sont pas blurées. Enfin, il y a pas de dégradé. Ouais. Et au début, enfin, j'avoue que les premières images, je dis, waouh, la vache, c'est plat. C'est plat, c'est machin. Et en fait, non, il y a une, ça donne vraiment une impression. Oui, il y a quand même une impression de profondeur. Il y a une impression. Il y a tout un travail au niveau de la lumière, etc. qui est vachement bien pensé au niveau de la DA. Elle est incroyable. Même si les personnages sont très, le nez, ça va être un petit, le nez des personnages, ça va être une petite virgule, ça va être des trucs comme ça, mais il y a pas, on rentre pas dans le détail, quoi. Mais on est vraiment dans l'impression que ça donne. Donc c'est assez dingue. Et l'anime est cool pour le style que ça, tu vois. Oui. Et alors j'ai vu un truc, poussé. moi, qui m'a amusé, c'est que cette fois-ci, alors c'est un film en 2D et la prévise a été faite en 3D. C'est-à-dire qu'ils ont fait des prévises en 3D, ils ont recréé les chariots, les personnages, etc., les chevaux et tout ça, en 3D, et les dessinateurs donc les mettaient en forme en prévise pour avoir le chemin de la caravane, etc. Et ils redessinaient par-dessus. Donc, habituellement, c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, on fait, on va faire une prévise en 2D avec un storyboard, une animatique, etc. Et on va faire le truc en 3D. Et là, voilà, le procédé, je trouvais intéressant, quoi, pour avoir justement tous les reliefs, tous les. Et que ça se mixe pas trop mal en plus. Souvent on a un peu peur comme ça quand, notamment dans les animés japonais dont on parlait avant, qui essaient de mélanger un peu de 3D dans de la 2D, ça se sent, en fait, on le voit beaucoup, et ça fait sortir du film. Là, je trouve que ils s'en sont bien sortis, comme ils ont dessiné par-dessus. C'est pas de la 3D, hein, voilà, ils dessinent par-dessus, il y a vraiment pas de 3D. Hein, mais je pense que c'est ce qui fait que justement ça s'intègre correctement. Voilà, mais c'était pour la silhouette, pour avoir vraiment la silhouette correcte et l'angle correctement tout à fait positionné. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa. Et oui, je pense qu'il le mérite, son cristal, parce que moi j'ai très hâte de le voir. Là, je pense que tu vois, c'est un film qu'on aurait dû voir en entier sur place, et c'est bien dommage parce que vraiment là, mais du coup c'est bien, ça tease. On est encore on est à donf. Bon, on va falloir attendre un petit peu parce que je crois que c'est en fin d'année qu'il sort, donc voilà, mais voilà, donc ça c'était pour les longs métrages officiels. Alors il y en avait plein d'autres, comme je vous disais. Le problème c'est qu'il n'y avait pas le temps de tout voir. Exactement. Alors il y avait aussi autre chose, il y avait dans les longs métrages, il y avait aussi la catégorie contre-champ. Donc t'en as parlé. Alors là, cette catégorie contre-champ, j'y arrive, je savonne. C'est un petit peu comme l'autre regard, du Festival de Cannes, en fait. Ouais. Il y a toujours des analogies avec le Festival de Cannes, c'est incroyable. Oui. Comme par hasard. Voilà. Donc ça, c'est un peu la catégorie autre regard. Donc là, qu'est-ce que toi tu as vu d'intéressant? Alors là-dedans, j'ai vu que deux films, 2 longs métrages, tous les deux. Un qui était exceptionnel, je trouve, et un qui était franchement pas top. Donc le franchement pas top, c'était Shaman Sorceress, qui est un film coréen. Donc sur une chamane qui commence à perdre un petit peu en reconnaissance par son peuple, parce que il commence à y avoir la médecine qui arrive et tout ça, donc il commence à plus trop croire en elle, et elle a 2 enfants, et elle envoie son garçon dans un temple parce qu'elle sent qu'elle va pas pouvoir s'occuper de lui, et elle va s'occuper de sa fille qui est muette, si je dis plus, j'ai un doute, il m'a tellement pas plu que je l'ai un peu effacé de ma tête, j'avoue. Pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps, hein, mais vraiment c'était horrible. Bah, bref, en fait je vais pas envie d'en parler beaucoup parce que vraiment j'ai trouvé ça vraiment insupportable, et pourtant c'est très rare que je sois comme ça face à un film. Je vous le confirme. Et je pense que je serais même sorti de la salle si j'avais été là-bas. C'est dire à quel point je sors très rarement d'une salle, mais là je pense que ça aurait été le cas, parce qu'au bout d'un moment le fils revient et il commence à prêcher la bonne parole de Dieu avec des chansons hyper grandiloquentes et tout, et ça chante beaucoup. Alors faut savoir que moi les comédies musicales c'est pas trop mon truc. Donc si le sujet me parle pas, que en plus les chansons sont ils en font des caisses pour rien, c'est assez joli sur les décors, par contre c'était sympa. L'anime était pas top. Enfin bref, voilà, le film était vraiment pas cool. Il a eu quand même la mention du jury contre-champ, donc je suppose que ça parle à beaucoup de gens.
T'as dû passer à côté. Alors là, ça arrive, hein. Voilà. Moi j'ai pas été touché. Bon. Du coup, ça me permet de parler beaucoup plus de My Favorite War, qui est le deuxième film contre-champ que j'ai vu, qui lui a eu le prix contre-champ carrément, donc qui est considéré légèrement au-dessus. On n'est pas là pour voilà, mais il y a le prix contre-champ et il y a la mention du jury. On a juste mentionné le film. Le prix contre-champ, donc My Favorite War, qui est un film russe aussi, enfin lettonien pour être très précis. Attention. Non, mais c'est parce que j'ai fait la confusion, parce que c'est l'histoire d'une femme qui a grandi sous l'ex-URSS, quoi. Et pendant toute la deuxième partie après-guerre, entre 45 et enfin, elle est née un peu plus tard, mais elle a vécu pendant toute la guerre froide, et elle a grandi pendant cette période, et c'est toute son histoire sur comment est-ce que, au bout d'un moment, elle va se rendre compte que merde, enfin zut, flûte. Oh non, vas-y, merde, allons-y. Oh, fait chier. Et qu'en fait, elle qui veut être journaliste et tout, en fait, elle se rend compte qu'elle est vraiment incapable de dire ce qu'elle veut, et, parce que dans cette phase, c'était très compliqué. Muselé, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un film pour plutôt qu'un film pour comment dire aller contre le communisme de l'époque, c'est un film qui est plus sur la liberté individuelle et le choix à un moment donné de se dire bon, attends, là, je me rends compte que je suis en train de me faire avoir. Malgré que son père soit complètement pro-communiste, que son grand-père lui soit plutôt ennemi de l'État, considéré comme ennemi de l'État parce que c'est un peintre qui veut voir les belles choses et qui donc n'hésite pas à exprimer tout un tas de choses qui dérangent le gouvernement en place. Et elle est un peu entre les deux comme ça, et elle est fascinée par son grand-père, et en même temps son père lui apporte tout ce qu'elle veut. Et il y a cette espèce de dualité, et sa mère aussi qui décide au bout d'un moment, j'ai pas envie de spoiler, elle décide un truc. De se lever, de manger une biscotte. Elle décide un truc qui normalement devrait lui faire perdre toute sa richesse, etc. Parce que d'un coup elle ne sert plus le pays, quoi, en gros. Et donc elle qui grandit dans cette école où on l'apprend à être prête à la guerre à tout moment, parce qu'on est en guerre froide, et vraiment on leur bassine la tête que ça va être la guerre, il faut que vous appreniez à tirer, il faut que vous appreniez à bidule, machin. Même moi qui connais un peu cette histoire, parce qu'évidemment je l'ai étudiée à l'école il y a fort longtemps maintenant, oui. J'ai trouvé le cours vraiment passionnant pour s'immerger, le long métrage, pardon, pour s'immerger vraiment dans cette ambiance. Et à quel moment, parce que par contre cette femme, c'est une histoire vraie, hein, c'est vraiment toute une histoire vraie. Et cette femme, elle a en fait à un moment donné lancé une pétition pour dire bah on en a marre, maintenant on fait ce qu'on a envie de faire, la libération un peu de la femme d'ailleurs, c'est assez marrant. Et elle a soulevé avec toutes ses amies féminines là, de hop, tout d'un coup elles se sont toutes soulevées, et ça arrive pile dans les années 89, 88, 89. Donc voilà, tout ça, il y a toute l'ambiance qui va avec. Ils se rendent compte que la guerre arrivera pas, donc c'est des conneries, et que voilà, blablabla. Et donc ça renverse tout le truc. Vraiment, je trouve que c'est un film qui, au-delà de son thème hyper classique, en fait, finalement, hein, voilà, la vie pendant libre arbitre, etc. Voilà. Bah, c'est vachement bien amené. Visuellement, c'est très original. Film en 2 dimensions aussi, avec un esprit un peu papier découpé. C'est fait par ordinateur, mais voilà, c'est toujours un peu la même tête qui se déplace, et des trucs comme ça. Il y a une ambiance, voilà, c'est bien bossé, c'est bien écrit. Et puis c'est entrecoupé aussi de témoignages de la fameuse femme en question. D'accord. D'images d'archives aussi. Voilà, il y a un mélange. Il y a un côté un petit peu documentaire quand même, en plus de la fiction, fictionno. Oui, exactement. Filmique. Il y a un mélange de tout. Voilà, donc en gros un film qui était vraiment cool, rafraîchissant dans le montage, dans la façon dont c'est fait, la façon dont c'est raconté, et qui en plus prône un petit peu l'envie de se dire allez, bougez-vous si vous vous sentez un peu coincé par plein de choses, c'est pas forcément politique, ça peut être plein de trucs, quoi. Sortez-vous les doigts pour vos droits. C'est un peu ça. C'est le slogan. Donc My Favorite War. Ouais. Trop bien. Long métrage contre champ. Parfait. Donc ça, c'était les longs métrages. Mais passons maintenant aux courts métrages, où là, il y en avait beaucoup plus. Oh oui, donc on va pas passer autant de temps sur tous, je vous rassure. Eh oui, parce qu'il y a les films de commande, il y a les programmes spéciaux, il y a enfin tout un tas et bien évidemment les courts métrages en compétition, il y en a une pelletée. Oui. Monumentale. J'ai failli être vulgaire, mais oui. Il y en a toute une pelletée. C'est ça. Alors, écoutez, je vais continuer. J'espère que je ne prends pas trop la parole au micro. Doc, tu m'interromps si tu as envie d'intervenir. Je te jetterai mon mug d'eau froide. Donc voilà, on continue avec les courts-métrages en compétition. Alors là-dedans, il y en a toute une pelletée, comme tu disais, très, très justement.
Je vais commencer par les films de fin d'études, tiens. Allez, les films de fin d'études qui sont souvent méprisés par beaucoup de gens parce que on a toujours l'impression qu'on va avoir des films un peu mal finis, un peu mal écrits, un peu bidules, un peu tristes aussi. Très souvent, les très étudiants prétentieux, ou très prétentieux, effectivement. Mais c'est vrai que souvent les étudiants sont très prétentieux, noirs à l'intérieur. Mais ils sont très sombres. Voilà, ils ont des films comme ça très déprimants et voilà là, parce qu'ils ont pas de budget, donc forcément il y a pas beaucoup de son, il y a pas beaucoup de Et finalement, bah là, il y en a deux. Donc, celui qui a reçu le Cristal, qui s'appelle Naked, qui rentre un peu dans cette catégorie, qui est un film russe pour le coup. Encore, c'est troisième, mine de rien. La Russie. Qui est très bizarre parce que c'est des personnages qui sont tout déformés. On dirait des poupées qu'on aurait. C'est de la 3D, hein, mais voilà, on dirait des poupées où on aurait étiré le corps, les jambes, les bras. Et Barbapapa, quoi. Oui, un peu. J'avais pas vu ça comme ça. Ils ont refait les Barbapapa. Pour les enfants, finalement, ce truc. Et donc, on prend ce personnage qui se rend compte qu'il n'arrive pas à toucher ses physiques dans son monde. Là, il traverse des choses, quoi. Et donc, il est capable de traverser un mur, par exemple. Sauf que ses vêtements vont rester accrochés au mur et puis il va se retrouver à poil de l'autre côté du mur, par exemple. C'est ballot. Ce genre de truc. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et c'est très space, par contre. Ça raconte pas grand chose au final. Ça dure 15 minutes en plus, donc c'est un peu long. 15 minutes de mec qui traverse un mur à poil. Non, alors oui, c'est résumé. C'est vrai que c'est un peu résumé. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup plus que ça. C'est un mec qui se dessine des trucs sur le corps et qui traverse, par exemple, il fait traverser son bras, il fait passer son bras à travers une table. Les écritures restent sur la table. D'accord. Mais ça, tu vois, ça dit pas plus. Il y a quand même des idées, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a eu, je répète, le Cristal, donc qui est le plus gros prix qu'on puisse donner à un court-métrage. Un court-métrage de fin d'études, parce que voilà, ça, c'est une catégorie spécifique et pas la même que ceux en compétition. Donc je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'il était très bizarre, qu'il avait son univers. Il y avait quand même une mise en scène qui était solide, qui tenait bien la route. D'accord. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a retenu un peu l'attention du jury. Le deuxième film de fin d'études que j'aimais bien aussi, prix du jury fin d'études, qui s'appelle Peel. Et Peel, c'est un film anglais où en gros on part de tout en bas et c'est une espèce de on va dire de champs avec des bêtes et tout ça machin, et puis on monte comme ça une pile de choses et on traverse toute la société humaine, enfin même toute la culture humaine en entière, quoi, en passant par les médias, par les bidules, et on arrive en haut à la VR, etc. machin. Ça dure 3 minutes, c'est très court. Et visuellement, c'est vrai que c'est bon. En 3 minutes, t'as avalé un tas de trucs. Tu sais pas trop ce qui t'est arrivé. Il y a même Trump sur des chiottes en train de tweeter. J'en parlais tout à l'heure. Comme quoi, tu vois, l'image, elle m'a marqué parce que j'ai évoqué ça tout à l'heure au doc autour d'un autre sujet. Et voilà, comme quoi, voilà. Donc voilà, très court mais très sympa. Pile, un film anglais. Très bien. Dans les courts-métrages en compétition cette fois, de quoi je vais parler? Parce que moi j'ai ma petite liste devant les yeux, mais ils étaient pas tous foufous quand même. À mon avis, je vais parler du Cristal. Voilà. Allez, je vais m'arrêter sur le Cristal parce que vraiment il était trop cool. Alors ça s'appelle Physique de la tristesse, qui est adapté d'un bouquin. Comment expliquer ce film? Oh la vache. C'est ce genre de cours où en général on n'a pas envie d'y aller parce que c'est très rien que le titre déjà, Physique de la tristesse. Oui. Tu sens que ça va pas être voilà. Tu vas pas sortir en rigolant, ouais, c'est sûr. Langue de belle-mère et coussin péteur. Mais détrompe-toi, c'est pas si triste que ça. D'accord. C'est pessimiste, oui, c'est vrai. C'est un peu Schopenhauer sur les bords, on va dire, un peu tout est mauvais et le monde est mauvais, etc. machin. Mais voilà, c'est dans le style déjà, c'est peint, c'est de la peinture animée, avec une technique très spéciale dont je parle dans la fameuse vidéo Instagram, j'ai complètement oublié le nom, mais c'est une peinture qui est faite avec de la cire en fait. Donc il y a une méthode très particulière pour animer la peinture comme ça. Donc déjà tu vois là c'est très sombre, on distingue un peu mal les choses, voilà. Mais par contre le réal a réussi à travailler cette matière pour apporter de la lumière à certains endroits et tout, qui fait que c'est vraiment incroyable. Ce film il dure presque une demi-heure, il me semble, 25 minutes, une demi-heure. Donc c'est un cours à la limite du moyen. Ouais, on n'est pas loin du moyen. Et donc voilà, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans un village, j'allais dire russe encore, mais en tout cas qui est dans son petit. Mais en plus, je crois que je dis pas de bêtises. C'est pas la Russie, mais c'est un pays. C'est l'Europe de l'Est. Quoi. Oui, c'est un pays de l'Europe de l'Est, ouais, c'est ça. Et dans lequel il y a un cirque qui débarque, qui rencontre une fille, et évidemment quand le cirque va s'en aller, il va perdre de vue cette fille, et il va décider de la chercher. Et on va suivre un peu comme ça toute sa traversée de la vie. Donc il va sortir de cette époque où ils étaient sous occupation, pareil, on est encore dans la même période, donc occupation ex-URSS, etc. Il va partir aux États-Unis, etc. Et en fait, ils ont une manière de raconter les choses où les séquences sont entrecoupées d'une série d'objets mis les uns à la suite des autres. C'est très bizarre, je sais. Vous voyez pas, mais Doc lève un sourcil.
Et donc voilà, il fait en fait parce que le réal explique d'ailleurs dans une interview que j'ai linkée dans la vidéo Instagram, où il explique en fait que pour lui les objets en fait sont les choses qui nous permettent de raccrocher énormément de souvenirs et finalement on se souvient presque plus des objets que des moments et c'est les objets qui nous rappellent les moments, etc., etc. Et que en fait du coup son personnage lui quand il raconte toute sa vie finalement il a plus il passe par ces étapes où il va se rappeler de tous les objets, tac, 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 et puis au bout d'un moment, paf, ça va lui faire ça va déclencher sur une autre histoire de sa vie. C'est assez barré, mais dans le rythme, dans le son, dans l'animation et tout ça, c'était vraiment, vraiment cool. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je pourrais en faire des heures, mais c'est un court-métrage qui dure qu'une 30 minutes. Et donc c'est un peu voilà la réalisation en fait d'un adolescent que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu lui dire quand il était petit. Et comment est-ce qu'il va gérer le fait que il déprime un peu en fait face à toutes les horreurs parce qu'en plus il traverse toute la période de guerre froide, etc. Et cette fameuse nana qui veut pas de lui manifestement parce qu'il la cherche et il y a des moments où ils peuvent se voir mais en fait non, etc. Et là, il prend des coups super durs, pourtant il a quand même des gosses, il a quand même une vie de famille, etc. Et le gars il reste pessimiste, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc voilà, le film vraiment super intéressant. Je comprends qu'il ait eu le cristal parce que ce soit pour la technique, la mise en scène, le rythme, le sujet, vraiment c'est vraiment cool. Voilà. Donc physique de la tristesse. Physique de la tristesse, tout à fait. Il y avait d'autres courts-métrages beaucoup plus what the fuck. Tiens, je vais faire une transition. What the fuck. Allez. La fameuse catégorie What the fuck. Ouais, la fameuse catégorie What the fuck. Alors moi c'est une catégorie que j'adore vraiment. C'est une toute petite section de 45 minutes, 1 heure environ, qui est toujours à Annecy depuis presque le début, je crois. Peut-être pas les tout débuts, peut-être pas les premières évidemment. En tout cas depuis sessions, plusieurs années. Depuis un bon moment. Et en fait ce que j'adore c'est que c'est une programmation qui est faite par des gars qui veulent mettre tout et n'importe quoi, ça peut être du trash, du sexuel, du hyper dérangeant, ça peut être de l'abstrait, ça peut être un peu n'importe quoi. Et du n'importe quoi. Donc what the fuck en anglais qui veut dire évidemment quel est le fuck. Et donc je suis pas sûr. Bref, on en reparlera. Je pensais, non. Cherchera sur moi j'aimais Google bien Translate. les otaries, je me demandais, c'est bizarre, il y en a pas dans ce truc. Bon. N'importe quoi, je divague. T'as vu ce court-métrage et Otari. Ouais. Bon, d'accord, ça c'est placé. Voilà. En tout cas, on rit beaucoup. Effectivement. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit des trucs complètement ouf. Je vous invite à aller voir la vidéo Instagram. J'ai pas besoin de m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment des trucs très, très, très perchés, vraiment. Souvent hyper gore, souvent voilà. Mais j'ai fait une petite vidéo sur ce programme qui me touche beaucoup. Voilà. Ça, c'était juste pour le programme What the fuck. Et je reviens maintenant vers les courts-métrages plus classiques. Et là, c'est la dernière catégorie. Je vous promets après qu'on passera à autre chose. Enfin, à d'autres types d'animation. Là, c'est les films TV et les commandes. Voilà, donc eux ils font une catégorie à Annecy spécifique pour les films qui ont été commandés par des chaînes, voilà, comme voilà, vous avez plein d'animés qui sont sur TF1, sur France 3, ils sont pas sur TF1, sur France 3 par hasard, c'est qu'ils ont été commandés par ces chaînes et donc les boîtes de prod fabriquent ces trucs-là pour eux. Sauf que là, on parle de court-métrage, donc on n'est pas... Quoi qu'il y a aussi de la série, il me semble, dans ces... Oui, je pense qu'il doit y avoir... Oui, il y a de la série, je vois Robot Chicken, effectivement, Les Espionnes racontent qui était sur Arte, alors c'était excellent, ça. Alors, par exemple, je vais aller sur Les Espionnes racontent. Sur Arte, il y a, manifestement, parce que je n'étais pas au courant, toute une série de documentaires qui s'appelle Les Espionnes racontent, et c'est des femmes, des récits de femmes, qui ont eu une importance assez forte dans l'histoire, dont on n'a jamais entendu parler, évidemment. Et celui qui a eu là sur le festival d'Annecy, c'était une ancienne juive qui avait survécu, séparée de son mari à l'époque, et puis il se retrouve en Afrique et il décide il y a alors je suis désolé, j'ai pas envie de dire de bêtises, en plus c'est des sujets un peu chauds, donc j'ai pas on va pas se prendre tout le truc, mais en tout cas ils ont aidé énormément de gens qui voulaient migrer du sud de l'Afrique vers les terres d'Israël, etc. À passer en fait. Donc c'était complètement illégal à l'époque, et donc ils ont risqué leur vie toute leur vie pour sauver simplement des gens. Et voilà, et en fait c'est des petits cours, pas forcément très longs, à vertu documentaire du coup. Mais vraiment vraiment intéressant, et puis voilà, c'est toujours cool de mettre un peu les femmes en avant qui... Et c'est animé comment ça alors? C'est de la 2D, 3D? Alors, je sais pas si c'est la même technique partout, parce que j'ai vu que l'épisode du festival, mais là c'était de la 2D, c'était vraiment de la 2D très découpée, papier découpé aussi, très simple finalement. Très simple, un petit peu documentaire du coup, donc voilà, il y a pas un énorme budget, mais c'est relativement bien raconté. Moi j'ai trouvé ça cool. Donc c'est déjà sorti sur Arte, si vous voulez voir Les Espionnes racontent, il doit sûrement y avoir plein d'autres récits très intéressants sur Arte+7, je suppose.
Voilà. Après, on a vu donc Robot Chicken Santa's Dead. Ça, c'était un truc très gore. Pareil, c'est une série apparemment de stop motion, donc de petites poupées animées où Santa est mort. Et il faut savoir, ils sont sur j'allais dire le Poudlard Express. Non. Ils sont sur l'Orient Express, c'est ça? Non. Oui, l'Orient Express, oui, le train qui reliait, qui passait justement dans toute l'Europe. Oui, Je dis pas de conneries, je suis en train de mélanger tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Je parle trop et du coup je suis perdu. Bon, en tout cas, il y a tout le monde dans le train, dans le Pôle Express. Oui, le Pôle Express, celui qui va vers le nord. Au Pôle Nord. Ah oui, le film, le film en mocap, là, en performance capture, etc. Train, je connais pas du tout le lore autour du Père Noël, mais je crois que c'est ça. D'accord. Et donc, il y a tous les personnages qui circulent autour du Père Noël qui sont là, et il y en a un d'eux qui a tué le Père Noël, c'est sûr. Et il faut savoir. Donc il y a une enquête. C'est un Cluedo. Et il y a Jésus qui débarque. Mon Dieu. En tant qu'enquêteur et qui doit absolument trouver qui a tué Santa. Et c'est vraiment très très con et très très drôle. Vraiment, je conseille. Robot Chicken Santa's Dead. Alors je sais pas si c'est trouvable parce que je crois que j'avais qu'un trailer sur YouTube. Mais bon, si jamais vous avez l'occasion, voilà, c'était vraiment très drôle. Retenez le nom. C'est pour dire voilà que dans les sélections il y a vraiment de tout. Et ça c'est cool par rapport au festival de manière générale. Et ça c'est vraiment vraiment intéressant. Je vais finir avec le cristal sur les films TV parce que il était trop beau, vraiment trop beau. L'Odyssée de Choum, encore français, encore un cristal français. L'Odyssée de Choum. Alors très rapidement, c'est une petite chouette qui est c'est une petite chouette. C'est 2 œufs dans un arbre. Donc il y en a un qui éclot et il y a une petite chouette qui en sort et en fait il y a une tempête qui arrive qui va faire tomber l'arbre et le deuxième œuf du coup va rouler quoi en dehors de l'arbre et il va essayer de sauver absolument cet œuf. Et voilà, c'est vraiment un petit cours sans prétention comme ça, où vraiment ils vont d'un endroit à l'autre, on découvre la faune locale et tout, machin. C'est super beau, c'est vraiment très très ghibliesque presque, je dirais, sur certains moments. C'est vraiment, je trouve ça vraiment très très beau. Je peux pas dire beaucoup plus parce que l'histoire raconte pas des masses de choses, mais c'est joli, c'est mignon. L'anime de la chouette, enfin l'anime du petit bout là, trop bien. Il faut vraiment voir ce cours. 2D, 3D pareil 2D, full 2D. Aussi, full 2D. Okay. Il me semble qu'il n'y a pas de 3D, je ne crois pas. En tout cas, le rendu est très très 2D. Tu es en train de me mettre le doute là tout d'un coup. Ah, tu vois comme quoi le rendu est un peu entre les deux, mais vraiment trop bien. L'Odyssée de Choum, voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que il y en aurait plein d'autres, mais alors là, c'est comme disait le doc, les cours, c'est encore plus long que les longs. Si on a envie de tout regarder, de parler de tout. Bien sûr. Bon, voilà. Bah là, après un peu ce petit catalogue, il y avait de films. Moi, je me suis attardé un petit peu plus sur tout ce qui était conférence. Donc il y a normalement, donc comme on vous le disait en intro du podcast, c'est Annecy, il y a des conférences de réalisateurs, de techniciens, il y a vraiment de tout. On apprend vraiment beaucoup aussi en technique, en work in progress, etc. Et ben là, moi, j'ai vu une catégorie qui s'appelait leçons de cinéma où c'était justement il y avait tout un tas de choses de conversation entre des gens, de collaborateurs. Il y avait par exemple la conversation entre Henri Selick, réalisateur émérite de stop motion, qui a fait les Corallines, l'étrange de Monsieur Jack, etc. James et la pêche géante. Enfin bref, un grand, avec Bruno Coulet, qui est son musicien, un de ses musiciens attitrés, en tout cas avec lequel il a justement bossé, entre autres sur Coraline. Et justement, ils expliquent un petit peu leur collaboration, comment ça se fait, comment on fait de la musique pour un film en stop motion. Voilà, donc c'était les impressions, les trucs comme ça. Donc c'était intéressant. On prend son piano et puis on appuie sur les touches. Non, mais voilà, c'était intéressant. Les thèmes, comment naissent les thèmes, les trucs comme ça. Enfin voilà, donc c'était plus ou moins intéressant quand même. Il y avait une conférence sur le storyboarding. Et là, c'est vrai que c'est intéressant quand on fait de la 3D et quand moi je fais du layout, donc je reçois les animatiques, les storyboards, et justement c'est en général c'est pas fait dans le même, c'est de la pré-prod, donc nous on crée pas les storyboards et on les reçoit, et justement comment c'est fait par des artistes de storyboard, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi c'est aussi mal dessiné des fois. Mais justement voilà, ils expliquent tout ça un petit peu, le processus. Donc c'était effectivement intéressant. C'était des gens de chez Cartoon Network, donc il y avait des gens de Gumball, il y avait aussi essentiellement sur je retrouve Summer Camp Island qui sort dans pas longtemps, je crois.
Et c'est un long métrage, ça? Non, c'est la Colo Magique, ça s'appelle en français. D'accord. Et c'est une série, ça va être une série, Ok. voilà. Ok. Et c'était présenté justement à Annecy cette année. Voilà. Et donc c'était intéressant pour ça. Il y avait aussi une discussion entre Ron Clements et John Musker. Qui sont réalisateurs tous les deux, alors animateurs, producteurs, réals, qui ont fait La Princesse et la Grenouille, c'est eux qui ont fait Moana, enfin Vaiana en français, j'ai jamais compris pourquoi on avait un terme autre Des histoires français, de bref. droit, hein. Ouais. Voilà. Hercule, Basile, Aladdin, la petite sirène, etc. Donc c'est Du lourd. Du lourd. Ah ouais. Mais voilà, donc c'était leur collaboration. C'est beaucoup d'anecdotes. J'ai trouvé que des fois c'était un petit peu longuet, quoi, parce que voilà, c'était puis je me souviens quand Glen Keane avait chopé sa copine et c'est devenu sa femme et machin, oh là là, c'était sur tel film et tout ça, voilà. Bon, c'était un peu deux vieux messieurs qui discutent, intéressant, après avec tout le respect que je leur dois, bien évidemment, mais bon, on n'apprenait pas grand chose, quoi, voilà, c'était plus de l'anecdote et il y a un côté voici gala, quoi. Bon. Ça aurait été une bonne pause au festival entre 2 séances et 3 glaces c'est ça. dans le vieil Annecy, mais là, en online à la maison, c'est pas bon, finalement. Ouais, bon. Parce que l'ambiance y participe beaucoup aussi. Hein. Toutes Oui, ces conférences tout à fait. aident vachement à animer vraiment toutes ces séances qu'on enchaîne. Puis là, c'était des gens sur Zoom, quoi, voilà, qui Ouais. parlaient. On avait l'impression de voir encore une réunion sur Zoom, une énième. Donc bon, voilà. On commence à en avoir vu pas mal depuis quelques mois, ouais, c'est sûr. Il y avait une conversation avec Dean de Blois aussi, enfin Dean de Blois, je sais pas comment ça se prononce, mais enfin Dean de Blois, voilà, Ouais. le réal et un peu co-auteur de la série Dragon, entre autres. Voilà, Ok. c'est pour ça aussi qu'il a été très connu. Justement, qui expliquait tout le processus de création de Dragon, la trilogie, pourquoi, comment, qu'ils savaient dès le début qu'ils allaient faire. C'était prévu de faire plusieurs films, etc. De l'évolution Quand des tu dis personnages. la série Dragon, c'est la trilogie des films. Oui, pardon, les films, pas la série. Voilà, pas la série animée, la série des 3 films Dragon. How to Train Your Dragon. Et donc voilà, c'était intéressant aussi. C'est une personne qui a l'air très 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 humble par rapport au travail qu'il a effectué, qu'il a fourni. C'est vrai que les 3 films, ils sont enfin moi je les trouve exceptionnels, ils sont très très bons. C'est dans mon top 10. Et voilà, donc c'était intéressant cette discussion. Il était interviewé par un journaliste de Variety. Donc voilà, il y avait des questions pertinentes, il y avait des choses intéressantes quand même. C'est des choses qu'on pourra peut-être retrouver sur internet. Des fois, ils filment les interviews comme ça. Quand il y a pas trop d'images, tu vois. Possiblement. Là, il y avait pas d'image. C'était vraiment que de la discussion entre les deux. Donc voilà, pourquoi pas éventuellement. Ouais, c'est possiblement. On va peut-être le retrouver peut-être l'année prochaine ou ils vont peut-être libérer les archives chez Annecy. Et puis moi, il y a une conférence qui a surtout retenu mon attention. Enfin, une leçon de cinéma qui a surtout retenu mon attention. Au départ, j'étais pas à fond. C'est la violence sexuelle en animation par les frères Bly, qui sont français, qui ont présenté un film qui s'appelle Zero Impunity, qui fait partie d'une trilogie avec deux autres films. Alors là, c'est sur les violences sexuelles en temps et en lieu de guerre. Donc là, pareil, c'est sujet pas du tout coussin péteur. Mais donc j'y suis allé un petit peu sur des œufs en me disant bon, ça va peut-être être un peu plomber l'ambiance. Et en fait, c'est ce qui racontait la manière dont ils ont créé leur documentaire, parce que c'est un documentaire avec un petit côté fictionnel pour un peu le côté anonymat aussi. Donc ils mélangent dans leur programme, ils mélangent images 2D, animation 2D et images réelles avec des happenings qui sont passés justement pour dénoncer tout ça, des interviews, des réactions de gens, des témoignages, voilà, c'est le terme que je cherchais, des témoignages de gens qui ont été témoins ou victimes. Et justement, ils expliquaient comment traiter ce sujet-là, ce sujet très grave, sans tomber complètement dans le pathos. D'accord. Dans le truc hyper lourd, hyper dur. Ok, moi j'ai une question parce que le sujet est un peu accrocheur comme ça, la violence sexuelle en animation. On parle bien de la représentation de la violence sexuelle dans l'animation, en fait, ça. Non, en temps de guerre.
En temps de guerre En temps de uniquement. guerre, donc toutes d'accord. les violences sexuelles qui sont faites pendant la guerre. Ok, ouais, c'est spécifique, ouais, d'accord. Donc c'est très très spécifique. J'ai dit animation? Non, c'est le Ah. titre en fait qui me paraîtrait. Tu sais, la Non, violence sexuelle en animation, ça peut être John Lasseter, ça peut être voilà. Enfin non, Voilà, ne pas rentrons pas dans jusque-là, la polémique. il n'a pas été jugé. Mais tu vois, c'est tout ça. Non, en fait, c'est non, pas pendant du la tout. guerre spécifiquement. C'est Voilà, bizarre. spécifiquement pendant les guerres, donc un peu partout dans le monde. Et puis, mais comment et pourquoi la retraduire en animation? Ok. Donc et en Pourquoi? même Parce que c'est plus simple du coup à véhiculer peut-être. Alors voilà, c'est- ce qu'il disait, c'est que il y a une abstraction, il y a une distanciation, il y a une manière d'esthétiser entre guillemets les violences pour pas montrer les choses trop crues non plus, mais en même temps pour faire passer les messages, pour faire passer les sentiments, pour avoir plus d'impact, pour avoir une mise en scène particulière. Il y a un moment, une femme qu'on voit. Enfin, un dessin en animation où on voit une femme stoïque et derrière on entend un témoignage d'une femme qui s'est fait violer, etc. et qui disait je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas et j'avais juste une envie, c'est de crier. Il y a un moment de blanc. Et là, on voit la personne, enfin le personnage animé, enfin le personnage en 2D dessiné, qui crie avec un cri très très aigu. C'est pas un cri humain, c'est vraiment voilà. Il y a aussi tout un gros travail sur le son et avec d'une violence incroyable, alors qu'il n'y a pas de violence à l'écran, mis à part un personnage dessiné en 2D qui crie. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était waouh, ça effectivement ça réveillait des trucs et que avec l'animation on peut faire passer énormément de choses sans montrer, sans être dans la pornographie. Exactement, vraiment. sans être dans le et puis dans le voyeurisme. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et justement, ils ont mélangé ça avec des images live pour pas oublier que ça existe en vrai. Oui, en plus là c'est encore plus fort parce que. Voilà. Donc voilà, il y a ces mélanges-là et les deux réals qui ont eu aussi un passé difficile au niveau, violence sexuelle. Donc justement, ils expliquent pourquoi ils font ça, mais ils sont pas du tout dans l'autoflagellation, voilà. C'est vraiment pour dénoncer et c'est donc j'y allais sur des œufs et finalement j'ai dit waouh, j'ai envie de le voir quoi. Ok. Donc voilà, c'était vachement intéressant. Est-ce que tu crois que c'est ce genre de programme qui nous manque pour que l'animation, on arrête de dire que c'est pour les enfants, mais qu'en même temps ça intéresse les gens, que ce soit, je dis pas qu'il faut absolument être violent pour intéresser les gens, bien évidemment non. Mais je trouve que souvent c'est ce qui, enfin tu sais, on est dans le milieu, on sait comment c'est, tout est arrondi, il faut que ce soit pour tout public en permanence. Et en fait, moi, c'est notamment un truc, justement, par rapport au Festival d'Annecy, c'est souvent un endroit où les choses sont dites, ça y est, quoi. On a des trucs un peu engagés comme ça. Et moi, je regrette vraiment beaucoup que ce soit pas mis en avant plus par les salles d'exploitation, etc. Avec un moins de 16, un moins de 18, peu importe s'il faut, mais en tout cas, au moins que ce soit affiché. Je et pense qu'on que n'ait ce pas serait, que de la sucrerie au cinéma, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais. Je pense que ce serait un bon thème pour une émission, d'essayer de trouver quelqu'un qui justement fait ça et puis de discuter avec lui, parce que c'est vrai que moi c'est aussi quelque chose qui me super, qui me titille. Moi j'ai envie d'avoir de l'animation pour adultes. Voilà, je pense que les Japonais en font pas mal au niveau manga, etc. Enfin quand on regarde je vais citer un grand truc, mais Akira par exemple, je vais pas montrer ça à mon gamin de 10 ans, clairement, mais et pourtant c'est une grande violence, c'est vraiment pour adultes, quoi. C'est comme Métal Hurlant à l'époque, c'était c'était des choses et c'est des choses qui remuent et c'est des choses que je pense qu'il y a des choses justement qu'on peut pas faire, qu'on peut pas filmer et que on pourrait faire en 3D. Ouais. Et via des stratagèmes un peu comme tu racontais là, moi ça m'a marqué, la façon dont tu me l'as raconté, j'étais vraiment en train d'imaginer cette tête avec le témoignage de cette femme en arrière et te dire la violence que c'est que t'es concentré sur ce visage mais t'entends le truc réel qui est en arrière-plan et je trouve que ça te retourne le cerveau en mode complètement. Okay, donc c'est bien ce genre de court-métrage, enfin de long ou de court d'ailleurs, enfin d'animation et d'explication de texte en fait. Pas que ce soit juste un truc voyeuriste ou machin, ou que qu'on s'en fasse une idée, une certaine idée, ou qu'on n'aille pas le voir parce que oh mon Dieu, ça va être un truc de violence sexuelle pendant un temps de guerre. Oh là là, on va se plomber l'ambiance. Voilà. C'est vrai que c'est difficile à vendre aussi, forcément. Et oui, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Mais bon. Voilà, donc ça c'était pour les leçons de cinéma. Donc intéressant. Cool. Voilà, moi c'est en général pour ça aussi que j'aime beaucoup Annecy.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi les making-of. Voilà, on est un peu dans le même lot, on va dire, de choses hors film, bien que dans certains work in progress aussi, on est un peu dans le making of. Ouais. Donc je vais te laisser parler des 2 making of vraiment dans la catégorie making of. Oui. Et comme ça, on verra peut-être la différence avec ce que moi j'ai pu voir. Ah, moi, il y en a 2 que j'ai vus. Alors, il y a le Animal Crackers, qui est un film qui va sortir le 24 juillet sur Netflix cette année. Donc, je pense que pas très longtemps après que vous aurez écouté ce podcast à la sortie, bien évidemment, par Netflix. Donc, et c'est un film qui a été fait par Tony Bancroft, Scott Christian Sava et Jamie Maestro. Voilà, qui est un film indépendant. Par contre, alors étonnant par rapport à Tony Bancroft, qui a quand même pas mal bossé à Disney, qui avec son frère d'ailleurs Tom Bancroft font un podcast sur l'animation en anglais. Donc on les salue même s'ils ne nous écoutent pas. Qui est intéressant aussi. Alors qui est que animation, on est d'accord. Ouais. C'est vraiment pour les animateurs, par des animateurs pour des animateurs. Mais voilà, si vous écoutez l'anglais, c'est un podcast intéressant. On l'a déjà évoqué. Il faut que je l'écoute. C'est peut-être moi qui te l'ai évoqué. Ouais, voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Les Bancroft Brothers. Voilà. Bref, on va pas faire de la pub pour les autres, mais voilà, c'est un film d'animation indépendant. Donc là, justement, ils expliquent un petit peu, déjà tout ce qui est au niveau du chara-design, comment ils ont fait. C'est vrai que c'est un film 3D, qui a l'air vraiment super intéressant. Alors le propos, c'est dans un cirque qui est un peu en perte de vitesse. Il y a un moment, il y a une boîte de crackers, donc de biscuits en forme d'animaux, qui est oubliée. Et puis il y a un moment, je sais plus si c'est un clown, enfin bref, un des protagonistes du cirque, qui mange un de ces biscuits, genre en forme de girafe par exemple, et instantanément il se transforme en girafe. Donc ils s'aperçoivent que cette boîte de biscuits est magique, et ils vont relancer le cirque comme ça, mais il va y avoir un vilain méchant qui va faire un truc. Enfin voilà, donc une espèce de scénario un petit peu pas bateau, mais voilà, avec un truc, un démarrage un peu à la con, oui, on peut le dire. Ouais, non, pas forcément un démarrage à la con, mais un chemin un petit peu classique, on va dire, dans une histoire. Ah, mais, d'accord, dans ce sens-là, oui. Voilà, avec un méchant qui vient intervenir, enfin voilà, une espèce de structure de conte, quoi. Mais ils expliquent justement un petit peu les galères, surtout les galères financières qu'ils ont eues au niveau des distributeurs. Et ils ont beaucoup galéré pour faire ce film. Au niveau des distributeurs, ils sont allés voir tout un tas de distributeurs qui ne voulaient pas prendre ce film indépendant, donc le financer et donc terminer le film. Et pourtant, même s'il y avait quand même un mec comme Tony Bancroft, de 12 ans chez Disney, réalisateur de Mulan, etc. Donc c'est pas le dernier des pecnos. Mais finalement, voilà, Netflix a repris le truc sous son aile et hop, ils l'ont sorti. Donc c'était intéressant. Et ça sort le 24 juillet. Alors. Et ça sort le 24 juillet. Et ils avaient présenté déjà le film en 1917, n'importe quoi. En 2017, et ils avaient reçu un bel accueil, mais ils n'avaient pas terminé le film. Ok. Voilà, donc il sort maintenant, donc voilà, 3 ans après l'avoir commencé à le présenter à Annecy en work in progress à l'époque. Donc voilà, c'est intéressant. Et le film a l'air sympa. Et puis il y avait aussi j'ai vu un autre making of de Moomin Valley, qui est donc là sur une série familiale avec des personnages traditionnels finlandais. Donc voilà, c'est les petits personnages qui ressemblent à des espèces d'hippopotame, mais pas trop, blanc, etc. Donc, mais c'est très douce. Alors c'est vraiment familial, donc c'est très écolo, avec un message pas moralisateur, mais avec justement une morale, une manière de voir les choses. Donc avec lesquels on peut, quand on regarde ça avec son gamin ou ses gamins, pouvoir en discuter après. Voilà, tu vois, lui il a fait ci, il a fait ça, etc. Mais ça a l'air très très joli. C'est réalisé par Steve Box, qui avait réalisé entre autres avec Nick Park Wallace et Gromit le lapin-garou. Ok. Il y a un casting vocal assez dingue. Il y a Taron Egerton, Rosamund Pike, Kate Winslet. Enfin voilà, ils ont essayé. Ils ont essayé de faire un truc vraiment top, quoi, en termes de qualité. Et c'est vrai que c'est très pastel, c'est très et en même temps très joli. Enfin voilà, ça a l'air vraiment très très sympa, très familial. On est bien d'accord, hein. C'est pas mais joli.
Voilà, Ouais. un truc qu'on a envie de voir aussi. Ça fait du bien aussi de voir des trucs un petit peu doux, un petit peu sympa. Voilà. Donc, Ok. et donc ils expliquent un petit peu tout le processus, comment ils ont fait, comment Oui, ils ont. t'apprends rien de fou dans le making of. Non, de bah tous mis les à autres. part que voilà, c'est une adaptation d'une série déjà qui était dessinée, d'une bande dessinée de Tove, je ne sais plus quoi, je sais plus le nom. Est-ce que je l'ai? Attendez, dans mes notes. Je n'ai pas le nom, bien évidemment, j'ai pas noté le nom, mais enfin Très bien. d'une femme qui a dessiné tout ça et qui a créé l'univers et ils ont essayé d'aller dans ce même univers et qui a créé ça dans les années, enfin il y a pas mal de temps quoi, il y a quand D'accord. même plusieurs décennies. Voilà donc c'était intéressant. Ça, c'était les making of. Donc, Et vraiment, ça la c'était les catégorie making of. Ouais, ouais. Et il y en avait Ouais. d'autres hein, mais voilà, je vous cite ceux-là qui m'ont plu. Ah, c'est marrant parce que, ok, en fait, ils différencient making of et work in progress selon si c'est fini ou pas fini, on va Oui, dire. oui. En fait, parce que moi, donc, j'ai vu 2 work in progress qui m'ont passionné, mais qui étaient présentés sous la forme de making of. Donc, c'est ça qui est très bizarre. Vraiment le truc qu'on voit sur le DVD quand on lance dans les bonus. Montre-moi comment que ça a été le projet est né. Voilà. Donc les deux, c'était The Cuphead Show, qui est adapté, série animée d'adapté du jeu vidéo du même nom, Ouais. Cuphead. Incroyable. Incroyable. Le jeu avait été incroyable à son époque parce que l'animation traditionnelle, un peu les débuts des Mickey et tout ça, machin, j'en passe et des meilleurs. Ce serait bête de prendre du temps d'en parler. Il faut vraiment aller voir Cuphead, même une phase de jeu, peu importe. C'est vraiment une animation très traditionnelle, mais faite de nos jours. Et ils ont vraiment réussi à conserver toute l'âme qu'avait le jeu dans ces vieux animés, ouais, et qui était vraiment voilà, ils ont vraiment réussi à garder ça dans la série et ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Mais voilà, c'était super intéressant de voir un petit peu comment le projet était né. Bon, c'est du bateau, hein, c'est vraiment voilà, on s'aime tous, on a tous vu des trucs géniaux et on fait tous de l'animation, ça va être super. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être très criard, très pour les enfants et tout machin. Donc à voir si c'est intéressant pour les adultes, mais en tout cas D'accord. visuellement, ça va être une pépite pour l'animation. Et enfin, le dernier, je suis obligé de l'évoquer parce que vraiment, je suis désolé, je sais que c'est un peu long et qu'on parle de beaucoup de films, mais là, Over the Moon. Over the Moon, c'est fait par notre cher Glenn Keane, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Et Qu'on salue parce qu'il ne nous écoute pas. Exactement. Hello Glenn Keane. Hi, it's Glenn, comme dirait l'autre. Donc, je voulais juste évoquer ce truc-là. Donc, pareil, encore une fois, une demi-heure entre la productrice, Glenn Keane, le réalisateur, le directeur d'animation, etc. Je pense que ça va être un film qu'il va falloir pas rater, Over the Moon, parce que je pense que c'est enfin une proposition autre que Pixar, DreamWorks, Guff, etc. Qui va aller vraiment loin dans les sujets internes au film. Donc ils explorent une vieille légende chinoise de la déesse de la lune, etc. Je vais pas pareil aller dans les détails. J'en parle dans ma belle vidéo Instagram, dont je vais vous parler juste après. Voilà, donc Over the Moon, voilà, c'était vraiment cool. Donc C'est sur Netflix, hein. ça va sortir sur Netflix. ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc voilà, les whips et les making-of, voilà, tous ces trucs-là, je voulais juste évoquer tout ça, toutes ces catégories qui sont hors film, on va dire, plutôt plus ou moins, on va dire, les whips, les making-of, les leçons de cinéma, les previews, les conférences, etc. Bah, moi, c'est un truc, je suis super content d'avoir pu les voir là, parce que l'accréditation était qu'à 15 € cette année pour voir la version online, ce qui était vraiment pas beaucoup, il y a beaucoup de choses à voir. Alors que quand c'est sur place, il faut absolument payer au moins l'accréditation de niveau 2 qui est à 180 €, ce qui est complètement abusé. Je pousse mon coup de gueule ici. Personne ne m'écoutera, mais je trouve ça complètement abusé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que, oui, on a dit tout à l'heure, c'est un festival qui est ouvert au grand public, qui est ouvert aussi aux professionnels. Mais bon, pour les professionnels, justement, les work in progress, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. C'est qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu sur Internet, etc., machin. Et je trouve ça abusé de devoir mettre autant d'argent pour juste voir des conférences de gens. Moi, tu vois, on parlait du festival tout à l'heure. J'ai quelques reproches à lui donner, c'est que oui, il y a plein de choses. Comme tu l'as dit, il y a des conférences, il y a des petits ateliers. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais bien que la ville s'active un peu plus autour de ça, que dans les rues, on puisse voir des gens faire de l'animation, échanger autour de ça, etc. Ce serait vraiment top. Là, on est vraiment en mode, on va dans une salle, on regarde des films. On va dans une autre salle, on regarde des films. On va dans une autre salle, on voit une conférence. On va au MIFA et on fait du pédalo. Ce qui est cool, hein, je dis pas. Mais voilà, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ça devrait pousser les gens à s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de l'animation. Mais quand tu vois qu'une accrède à 180 balles pour aller voir ces conférences, c'est quand même dommage. T'allais dire quelque chose. Mais... oui, parce qu'en fait, il faut payer aussi. Il faut
déjà rémunérer les gens, Évidemment. même s'il y a beaucoup de bénévoles et on les remercie et on les salue. Hein Mais ouais, il y a quand même, je pense, énormément de frais pour ce festival. Je pense que c'est, on évoquait Cannes, mais je pense que c'est vraiment le Cannes de l'animation. Cannes coûte cher aussi. Voilà, il y a le côté star, etc. Il y a, alors sans parler des fêtes et tout ça, hein, du champagne et de la coke. J'ai rien dit. Non, mais voilà, plus sérieusement, je pense qu'il y a quand même énormément de frais qu'il faut payer, voilà, donc. Bon, après, à voir. C'est vrai que le prix, je trouve ça très cher aussi, hein, mais. Il y a des choses, si tu veux, pour moi, notamment à Cannes, je sais que la partie, on va dire l'équivalent du MIFA, a l'air aussi d'avoir un accès assez comme ça privilégié, ce qui me paraît normal. C'est-à-dire, t'es un professionnel, t'as un projet à vendre, etc. Bon, bah, forcément, si tout le monde pouvait aller vendre son petit court-métrage, ils s'en sortiraient pas. Donc, je peux comprendre que ça soit régulé par le prix. Maintenant, des conférences qui sont un peu sur tout et n'importe quoi de l'animation, ça pourrait intéresser tellement de gens, tu vois, ça pourrait vraiment donner un engouement de ouf. Donc voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule. Petit. De toute façon, on n'aurait pas le temps. De toute façon, il y a tellement de trucs à voir parce que d'habitude, comme je dis, c'est une semaine. En une semaine, de toute façon, t'as jamais le temps de tout voir. Donc bon, c'est un peu gueulé pour pas grand chose, mais quand même, voilà. Ouh, l'année prochaine, offrez-nous des accréditations. Comment gratter des trucs. Voilà, non, moi, je paierai avec plaisir parce que je sais que le festival, moi, j'y suis allé peu de fois, mais les fois où j'y suis allé, pendant 5 jours, je me suis régalé. C'est ce que j'allais dire. Régalé. C'est ce que j'allais dire, c'est que le truc est vraiment bien. C'est contrairement aux conventions de Japanim, justement, voilà, n'importe quoi, le Japan Game Show. N'importe quoi. Le non, mais alors, Tokyo Game vraiment, Show. Le Tokyo Game Show, mais surtout le Japan Expo. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'ai mélangé les deux. Voilà, où ça devient très boutique. On te vend des goodies et des goodies et des goodies. En fait, là, c'est vraiment resté un festival et ça, c'est vrai que c'est super agréable. Oui. Et ça reste un carrefour. On a bu des verres avec Guillermo del Toro, enfin c'est n'importe quoi, tu vois, il y a des choses vraiment, t'en ressors, tu dis putain c'est incroyable. Donc ouais, ça c'est vraiment le super bon point de ce festoche et voilà, j'invite tous ceux qui sont intéressés par l'animation à essayer d'y aller parce que ne serait-ce que pour Annecy déjà, parce que la ville est trop belle. Oui, la ville est belle. Et puis c'est un vrai plaisir quoi, et puis tu rencontres tellement de gens différents et tout, voilà. Bon, après c'est vrai que il y a beaucoup de professionnels aussi, mais bon. À voir. Alors moi, oui, effectivement, petit reproche aussi par rapport, en tout cas, à cette année, c'était par rapport à la catégorie œuvres en VR. Ah oui. Qu'on n'a pas évoqué, tout simplement parce que on a vu que des interviews de gens qui faisaient ces œuvres en VR et on n'a pas pu tester. Alors déjà parce qu'on n'avait pas le matos et le matos en plus était réservé que aux que je dise pas de bêtises, au Vive, non? Le HTC Vive, tout à fait. Voilà, le HTC Vive. Donc s'il y en a qui ont un Oculus Rift ou un PlayStation VR, PSVR, on peut pas. Ouais, moi qui suis très friand de la VR, notamment de Beat Saber, pour ceux qui me suivent un petit peu. Mais c'est surtout que voilà, oui, moi c'est pareil, j'étais très déçu. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose sur Steam ou une manière de les voir. Là, en plus il y a vraiment des choses en VR qui sont intéressantes. Oui. Je pense que ça pourrait justement intriguer aussi les gens qui trouvent que c'est très isolant pour le jeu vidéo, etc., machin, de justement voir aussi qu'est-ce que la VR peut apporter dans le cinéma et dans l'animation. On en parlait à un moment donné cette semaine avec le doc, c'est comment est-ce que, en cassant la règle primaire du cinéma qui est le cadre. Hein, le cadre qui t'est cher Doc. Oh, oui. Comment, en cassant le cadre, on arrive quand même à raconter une histoire, à emmener le spectateur là où on a envie de l'emmener. Est-ce qu'on a forcément besoin d'une proposition? Est-ce qu'on peut avoir un film où finalement c'est le spectateur qui décide de regarder ce qu'il a envie de regarder? Tout ça, c'est des sujets hyper lourds. Enfin, hyper lourds. On pourrait en parler des heures, évidemment. Et je trouve que la VR permet vraiment de remettre en question tout ça. C'est vraiment cool. Après, moi, j'en ai vu plusieurs en festival. Souvent, c'est des belles petites expériences, mais c'est pas des œuvres qui vont te transcender. Mais j'aurais aimé, la techno est encore balbutiante, mine de rien, faire de l'animation en VR, c'est quand même pas non plus donné, c'est pas, voilà, ça demande aussi de repenser les choses, ça demande un peu de temps. Tout le langage cinématographique et je pense à réadapter, voire à réinventer pour la VR. Complètement. Donc voilà, ça pourrait faire l'occasion, je le note, voilà, sur mon petit ordinateur. Je rejoins ce regret, hein. Voilà, d'une émission, d'un thème d'émission, effectivement, sur la VR. Est-ce que c'est vraiment du cinéma d'animation ou pas? C'est pas une question qui se répond. Mais en tout cas, est-ce qu'elle est intéressante pour l'animation? Ou en tout cas, comment en faire un film d'animation? Comment réinventer tout ça, ce genre? C'est vrai que c'est
totalement immersif, bien évidemment, mais voilà, comment réinventer tout ça, c'est un vaste sujet. voilà. Et qui pourrait être intéressant aussi, justement, à Annecy, de faire des conférences là-dessus. Ça Après, pourrait être, est-ce que ça reste pas aussi un marché de niche, tu vois? C'est quelque chose qui est vraiment ça se en marge. démocratise quand même. C'est On a de du mal à moins en moins savoir, cher. C'est Ouais. les gens s'équipent quand même. On parle pas des cardboards, hein, des trucs où on met son téléphone portable dans un truc en carton. Ah, ça serait C'est une belle dégueulasse. porte d'entrée quand même. Ou dans le truc de Google là qui ressemble à une charentaise là. Ouais, grave. C'est clair. Mais voilà, une charentaise sur les yeux, je vous comprends Ouais. pas. Bref. Voilà, donc ce serait un grand sujet à déballer. Oui. Mais voilà, donc Annecy, oui, Oui, bien sûr, forcément. bien oui. évidemment. Un Merci. énorme, oui. Alors merci aux organisateurs d'avoir réagi aussi et d'avoir parce que je trouve que ça a été vraiment très très bien mené, très très bien fait et très rapidement. Il y a quelques personnes qui ont eu des soucis de stream au début, des soucis ils arrivaient plus à mettre les choses en plein écran et tout, mais moi c'est vrai que j'ai aucun problème non plus. Tout est sous-titré, enfin la plupart des choses sont sous-titrées. J'ai une très bonne qualité, une qualité Netflix presque, tu vois, c'était vraiment de la belle def. J'ai vraiment pas eu de soucis là-dessus. Non, puis les interviews, puis tout le monde s'est prêté au jeu. Il y a eu, puis il y a eu aussi une petite intro de Wes Anderson qui devait être là aussi, etc. et qui a dit je ne peux pas être là, mais je suis là avec le cœur, etc. Donc c'était super intéressant, c'était super chouette. Enfin voilà, vraiment bravo à toute l'équipe. S'ils nous écoutent, j'espère. En tout cas, voilà, on vous remercie de tout cœur, en tout cas, de ne pas avoir zappé cette édition 2020 d'Annecy. C'est vrai que c'est une belle surprise. C'était une belle surprise, surtout les accrèdes à 15 balles, etc. 15 jours, tout ça. Enfin voilà, c'était 15 vraiment. jours, 2 semaines pour voir tout ça. C'était vraiment des très très bonnes idées. Voilà, nous on a fait des points négatifs, mais c'est vraiment parce qu'on est voilà pour dire aussi notre avis. Parce qu'après tout, moi je pense sincèrement que ce festival pourrait être beaucoup plus engageant en fait pour les gens qui y vont. C'est ça le truc, c'est que voir des films c'est très bien, mais s'intéresser à l'animation et tout ça, ça peut créer une hype, la fameuse hype qu'on aime tous pour aller voir. Une fois qu'on est devant un film, là on comprend en fait toute l'ampleur qu'il y a eu. Moi, à chaque fois qu'on parle avec des gens et qui nous disent mais il faut faire tout ça pour faire un film d'animation. Vous êtes autant. Mais c'est incroyable, je pensais pas. Oui, c'est ça et ça, tu vois, j'aimerais bien. Donc voilà, moi j'invite tout le monde à aller voir notre Instagram. Oui. Parce que tu as été très très actif quasiment tous les jours. Tous les jours. Alors j'ai raté le jour de démarrage. J'ai raté le coup de feu de départ, mais j'étais là tous les jours. J'ai fait une vidéo tous les jours sur un ou plusieurs cours longs que j'ai vus. Pareil, sans prétention, etc. Juste vous présenter les choses. Il y a des petites images aussi dans ces vidéos qui vous permettent de voir aussi tout ce qu'on a pu évoquer là, parce que là c'est beaucoup de paroles. Mais il y a tout ça, c'est des images avant tout, donc ça vous permet d'avoir des aperçus. Il y a des liens aussi vers tous les trailers ou tous les cours qui étaient disponibles sur chaque vidéo. Donc vraiment, je vous invite vraiment si ça vous intéresse à aller voir l'Instagram CGY. C'est sur l'Instagram TV du coup pour avoir un truc un peu plus long et un format voilà. Et puis bon, puis pendant le confinement, nous on avait vu qu'on ne pouvait plus enregistrer parce qu'on aime bien enregistrer en présentiel puisque là on est l'un en face de l'autre. Ça fait plaisir. Et du coup on s'était fait des petites inspi chacun l'inspi layout pour ma part, l'inspi anime pour toi Néo et puis l'inspi lighting pour par Pèse. Donc 3 fois par semaine. Je sais pas si on va continuer, je sais pas si vous les avez vus, en tout cas ils sont disponibles, vous pouvez aller les voir toujours au même endroit sur Instagram, puis on en a relayé quelques-uns sur Facebook, mais pas tout au début, ça a merdé. C'est vrai que sur Facebook aussi, oui, moi toutes mes vidéos d'Annecy sont sur Facebook aussi notamment. Mais essentiellement sur Insta. Dites-nous, réagissez, dites-nous si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue aussi à faire ces petites inspi, ou peut-être moins, au lieu d'en faire 3 par semaine, d'en faire 1 par semaine chacun, et puis voilà, qu'on s'étale ça. Si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, rien à secouer. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir tout ça. Donc le mail je la refais. cgypodcast@gmail.com. Ça va plus vite, ça va mieux quand je parle moins vite et que j'articule. On a donc notre compte Instagram dont on vient de faire la pub, @cgypodcast, et puis sur Facebook pareil, et sur Twitter pareil.
Voilà. Et puis voilà. Puis on salue Patrick Béja aussi, alors qui est un autre podcasteur, un grand podcasteur, un dieu du podcast français. S'il nous écoute, parce que on a été invité. Puis on y est allé avec Pez. Du coup, voilà, pour parler un petit peu du cinéma d'animation. Et puis, je crois que l'émission sort en août. Oui. L'émission du Rendez-vous Tech. Alors, c'est un podcast audio, le Rendez-vous Tech. Donc voilà, allez chercher ça sur frenchspin.fr. Voilà, pour le site et faire un peu de pub à notre camarade Patrick Béja. Tout à fait. Sur ce, on vous embrasse tous, mes petits bipèdes. On se retrouve très vite, puisqu'on va reprendre, on va reprendre le cours de nos émissions classiques et notre rythme d'à peu près 3 semaines. Oui. Et on va terminer enfin nos interviews des équipes de la chaîne de fabrication. Tu as tout à fait raison. Puisque la prochaine fois, on aura l'équipe ingé, dev, TD, qui nous expliquera tout ce qu'ils font. Voilà, gros bisous à tous. Bisous tout le monde. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi Annecy. Merci à ceux qui nous suivent encore aujourd'hui et qui nous suivront encore longtemps, je l'espère. Voilà, faites de la pub autour de vous et à bientôt les bipèdes. À très bientôt. Ciao.